Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans la matinale de Média TV. Ce sont 2 heures d'information qui vous attendent, économie, revue de presse et bien sûr le journal. Voici les titres. À 1 heure de l'expiration de la trêve, Israéliens et Palestiniens sont finalement parvenus à un accord au Caire. Un cessez-le-feu de 24 heures a été reconduit dans la bande de Gaza, une prolongation à la demande de l'Égypte, dans le but de poursuivre les négociations. Les États-Unis déterminés à combattre les insurgés de l'État islamique, Barack Obama a promis hier de poursuivre une stratégie à long terme en Irak. Sur le terrain, l'aviation américaine a mené une trentaine de raids en 3 jours. Ce sont les bombardements les plus massifs contre le pays depuis le début des frappes américaines il y a 10 jours. Aux États-Unis, justement, la ville de Ferguson, dans le Missouri, s'embrase à nouveau. C'est là-bas qu'un adolescent noir a été tué par un policier blanc le 9 août dernier. Une manifestation a été à nouveau dispersée hier soir à coups de gaz lacrymogène. Barack Obama a fait envoyer les militaires de la garde nationale pour venir en renfort à la police locale. L'accord a été obtenu in extremis au Caire. Un nouveau cessez-le-feu est entré en vigueur dans la bande de Gaza pour une durée de 24 heures. Les négociations vont donc se poursuivre pour essayer de transformer le cessez-le-feu en trêve permanente. Plusieurs points de litige restent à dépasser, mais selon la médiation égyptienne, certains progrès ont été faits. Je rappelle que les hostilités ont fait 2000 morts côté palestinien, dont 540 enfants et près de 70 côté israélien en un mois. Le territoire subit sa 3e guerre en 6 ans. Depuis la ville d'Ashdod, dans le sud d'Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a fait monter la pression hier. Son pays se dit prêt à une riposte forte si les violences reprennent. Écoutez plutôt. Ensemble, nous conduisons cette campagne compliquée avec détermination et sens de responsabilité. Nous sommes prêts à tous les scénarios. L'équipe qui négocie au Caire a eu pour instruction d'insister sur les besoins sécuritaires d'Israël et les forces de défense israéliennes sont prêtes à frapper avec force si les tirs reprennent. Dans un Moyen-Orient orageux, nous avons besoin d'une combinaison de force et de patience. Nos forces de défense détiennent une force considérable et le peuple éternel a prouvé qu'il n'avait pas peur que la route soit longue. Cela pourrait prendre encore du temps et nous devons être patients et déterminés. Cette combinaison nous aidera à atteindre le but de cette opération, le calme et la sécurité pour tous les Israéliens. On reste au Proche-Orient, mais en Irak, où les États-Unis ont mené de nouvelles frappes près de Mossoul. L'aviation américaine combat les djihadistes de l'État islamique aux côtés des forces kurdes et irakiennes. Hier, Barack Obama s'est exprimé sur le dossier, promettant de poursuivre une stratégie à long terme. Pour lui, l'EI est une menace pour toute la région. Manal El-Ardari. Les forces irakiennes kurdes poursuivent leur guerre contre l'État islamique. Pour leur part, Washington et Londres ont renforcé leur engagement militaire dans le pays. Les États-Unis ont mené lundi 15 attaques aériennes contre des positions des djihadistes aux environs du barrage de Mossoul, cette ville stratégique que l'armée irakienne tente toujours de reprendre. Quelques infrastructures du barrage ne sont pas encore entre nos mains. Le plus important, c'est que nos forces ont réussi à reprendre le barrage et à vérifier que toute la zone est dégagée des bombes et des explosifs. Nous ne revendiquons pas des augmentations de salaire. Nous endossons la responsabilité de protéger nos familles, notre nation, notre honneur et notre respect. Nous voulons protéger notre frontière et faire face à l'avancée des terroristes. Le président américain Barack Obama promet de son côté une stratégie à long terme pour inverser la tendance contre les djihadistes. Une mission qui nécessite le soutien du nouveau gouvernement de Haïdar al-Abadi. Barack Obama appelle tous les Irakiens à contrer l'avancée de l'État islamique. L'État islamique dit représenter les sunnites, mais il massacre des hommes, des femmes et des enfants sunnites. Il dit qu'il s'oppose à la présence des forces étrangères, mais il recrute des combattants étrangers pour répandre son idéologie haineuse. Les Irakiens devront les rejeter et les chasser du pays.
Outre les armes, les Européens continuent d'envoyer des vivres et des médicaments aux minorités du nord du pays où des milliers d'Irakiens ont trouvé refuge. Depuis le début du mois d'août, les combattants de l'État islamique avancent en direction du Kurdistan irakien, poussant ainsi les Kurdes d'Irak, de Syrie et de Turquie à unir leurs forces dans une alliance inhabituelle. Et sur le terrain, la situation humanitaire s'aggrave. Des milliers de personnes ont dû fuir les violences, se retrouvant sur les routes ou dans des camps de réfugiés, comme dans le sujet qui va suivre près de Bagdad, dans un camp dénommé Prophète Younes. Regardez. Hussein Samir partage le quotidien d'une trentaine de familles irakiennes. Des familles de Mossoul qui ont fui leur ville pour échapper au massacre commis par l'État islamique. Dans ce camp de réfugiés, les habitants de Mossoul sont en quête de paix et de sécurité. C'est ce qu'ils ont perdu depuis le 10 juin, la date marquant la chute de la deuxième ville du pays. Nous sommes environ 35 familles dans ce camp de réfugiés. Tout ce dont nous avons besoin est disponible ici, notamment les aides humanitaires. Devant les assauts de l'État islamique, des populations chrétiennes et yazidis ont quitté leur ville dans le nord, l'ouest et l'est du pays. À l'heure actuelle, on compte près d'1,5 million de déplacés irakiens. Cette zone se trouve juste en face de la région contrôlée par l'État islamique. Ce sont les terroristes qui ont pris ces terres. Ici, c'est le point d'où l'on suit les actions des djihadistes. Notre devoir est de contrôler toute la zone. Appuyés par les forces américaines, les Peshmerga tentent de reprendre des localités tombées aux mains des djihadistes. Les forces kurdes ont repris dimanche le plus grand barrage d'Irak qui fournit de l'eau et de l'électricité à la majeure partie de la région. En Libye, les bombes ont continué à s'abattre sur Tripoli. Hier, 2 avions bombardaient plusieurs cibles. Leur origine est restée inconnue pendant toute la journée, mais les forces du général dissident Khalifa Haftar ont finalement revendiqué cette attaque. Ils prenaient pour cible les miliciens islamistes de Misrata qui affrontaient à l'arme lourde les miliciens de la région de Zenten dans l'ouest, des nationalistes. Toutefois, l'armée de l'air libyenne doute de cette revendication. C'est un raid mené par des avions étrangers non libyens, a-t-elle affirmé. Les États-Unis et la France ont tenu à nier toute implication dans ces bombardements. En Afrique de l'Ouest, les pays cherchent toujours le moyen d'arrêter la progression du virus Ebola. Hier encore, une cascade de mesures préventives ont été prises. Le Cameroun a fermé toutes ses frontières avec le Nigeria et le Burkina Faso a reporté une réunion de l'Union africaine prévue début septembre. Au Nigeria, les organisateurs du grand festival de culture Yoruba ont demandé aux personnes étrangères à la ville de ne pas venir. Et dans le pays le plus sévèrement touché, le Libéria, l'inquiétude a grandi après l'évasion d'une dizaine de malades d'un centre d'isolement attaqué et pillé par des habitants. Les malades sont toujours recherchés. Je vous en parlais en titre aux États-Unis. Face à la rue qui gronde à Ferguson, dans le Missouri, la garde nationale est envoyée pour épauler la police locale. Barack Obama a recommandé une utilisation limitée de cette force. Cela fait 9 jours que les tensions s'accroissent dans cette petite ville de 21 000 habitants dans la banlieue de Saint-Louis. Les émeutes ont commencé après la mort d'un jeune noir de 18 ans abattu par un policier blanc. Hier soir, les policiers ont une nouvelle fois fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Direction l'Italie à présent, un pays touché à la fois par la crise et par la désertification des zones rurales. Pour trouver une solution à ces deux problèmes, le petit village de Gangi en Sicile a mis en vente des maisons abandonnées du centre-ville au prix de 1 €. Seule obligation, rénover les bâtisses dans un délai maximal de 3 ans. Reportage. Gangi, un des plus beaux villages de Sicile. 7000 âmes vivent dans ce petit bourg situé à une centaine de kilomètres au sud-est de Palerme. C'est 9000 de moins que dans les années 20. Les conditions de vie et le manque de travail en Sicile ont petit à petit vidé Gangi de ses habitants. Il y a 5 ans, le maire, élu en 2007, a eu une idée originale, offrir pour 1 € symbolique les maisons abandonnées du centre-ville à qui s'engage à les restaurer en 3 ans maximum. Aujourd'hui, on en est à 80 maisons entre celles que nous avons offertes pour 1 € et celles que nous avons vendues à bas prix parce que certaines personnes sont venues pour voir les maisons que l'on donnait et ont finalement vu d'autres maisons à vendre très peu chères et ils les ont achetées. Il y a de nombreux Australiens, des Américains, des Anglais, des Suédois.
Il y a une maison très jolie que je vais te faire voir. Dominique et Tavia sont australiens. Ils ne se connaissaient pas avant d'arriver à Ganji il y a quelques jours, mais ils sont là pour la même raison, trouver leur petit coin de paradis. C'est cette maison sur 3 niveaux qui a tapé dans l'œil de Dominique. Environ 20 000 € de travaux seront nécessaires pour la restaurer. C'est un endroit magnifique. J'ai un faible pour les endroits rustiques et pour ce qui est cassé et qui s'écroule, donc c'est très attirant. Vous ne pourriez pas acheter une place de parking en Australie pour le prix de cette maison. Venir ici pendant l'hiver à Melbourne, c'est vraiment fantastique d'avoir un lieu où s'échapper du froid et quelque part pour se relaxer et profiter de la belle culture de Ganji. Fêtes, expositions, concerts, le village revit grâce aux nombreux touristes attirés par la beauté des lieux et par les bonnes affaires immobilières. C'est vraiment beau de voir tout ce monde à Ganji, c'est super. En ce moment, il y a des milliers et des milliers de personnes qui viennent ici. Une résurrection économique également, car pour rénover ces maisons, il faut de la main-d'œuvre. Avant, nous, ici, on devait souvent les travailler en dehors de Ganji, à Palerme ou à Cefalù. Et donc, avec cette initiative, c'est sûr, on ressent moins la crise. Transparence et légalité, Ganji est régulièrement citée comme une des communes les mieux gérées de Sicile, de quoi rassurer les étrangers qui pourraient redouter les infiltrations mafieuses fréquentes dans de nombreuses villes dans la région. Dans les petits villages, dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, les gens se réunissent et contrôlent qui c'est. C'est la meilleure chose quand les citoyens eux-mêmes contrôlent leur territoire et qu'ils empêchent toute infiltration. Amateurs de vieilles pierres, dépêchez-vous. Seule une vingtaine de maisons à 1 € est encore à vendre à Ganji. On termine ce journal en Afrique du Sud, un pays miné par les violences, notamment les violences des gangs. Pour en échapper, une ONG propose à des adolescents de trouver refuge dans le surf. Regardez. Pour beaucoup d'adolescents, partir à l'assaut des vagues dans une eau infestée de requins n'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Mais pour ces jeunes du township de Kailicha, dans la banlieue de Cape Town, le squal fait moins peur que la violence des gangs. Ça me tient loin des gangsters. Ça me rend heureux quand je suis ici parce que nous prenons des cours pour nous protéger. Autour de cette école protégée par des fils barbelés, le danger est partout. Gangs, misère et cols à sniffer. Un contraste saisissant avec ces plages paradisiaques à quelques pas de là. Et pourtant, ces adolescents n'y allaient presque jamais, du moins jusqu'à ce que l'ONG Waves for Change ne décide à les y pousser. Grâce au surf, objectif double pour ces 250 jeunes novices. En enseignant le surf, nous donnons aux enfants les compétences mais aussi une thérapie car ils ont chacun une situation personnelle différente. À l'écart du township, le danger est toujours là. Il y a quelques jours, un surfeur a été attaqué par un requin blanc quelques kilomètres plus loin. 20 ans après la fin de l'apartheid, le surf reste une activité de blancs, tout comme les victimes des attaques de squal. Facétieux, Asenati a son explication. On n'entend jamais que c'est un noir qui a été mangé par un requin. C'est toujours un blanc. Donc on se dit qu'un requin ne nous mangera pas, car on n'entend jamais qu'un noir a été mangé par un requin. Durant l'apartheid, les belles plages étaient souvent réservées aux blancs. Ces jeunes n'ont pas vécu cette période, même si la pauvreté et les préjugés raciaux restent tenaces. Dans la Nouvelle-Afrique du Sud, la mer appartient à tous, malgré le froid et les requins. Voilà pour le journal. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe dans le pays de l'un de nos correspondants dans le monde. C'est en direct de Gaza que nous retrouvons ce matin Nicolas Ropert. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors Nicolas, vous êtes arrivé hier dans la bande de Gaza. Première question, comment est l'ambiance sur place ? Eh bien, depuis quelques jours, vous le savez, les trêves s'enchaînent, se succèdent dans la bande de Gaza. Les habitants tentent de s'organiser. Certains
retournent chez eux pour aller récupérer quelques affaires. Certains en profitent aussi pour aller chez le médecin ou faire des choses assez banales finalement, mais ce n'était pas possible de le faire pendant tous ces différents mois de guerre. Ici, c'est ce mois de guerre à Gaza, toutes ces semaines passées sous les bombes. Les habitants essaient de retrouver leurs habitudes, mais il y a encore énormément de déplacés, pas loin d'un demi-million. Il y a aussi tout un tas d'habitants qui ont trouvé refuge dans les écoles de l'UNRWA, les écoles de l'ONU ici à Gaza. Certains ont commencé à s'organiser, d'autres ont même commencé à reconstruire leur maison. J'ai pu hier discuter avec un homme qui a investi près de $50 000 dans sa maison afin de la reconstruire. C'est une somme qu'évidemment tout le monde n'a pas. La plupart des gens attendent une aide gouvernementale qui, l'espère, sera bientôt mise en place. En tout cas, c'est l'attente et on suit heure par heure presque la situation des négociations qui se tiennent en ce moment au Caire en Égypte. Et justement, les Gazaouis ont beaucoup espéré hier soir quand un accord a été annoncé sur les télévisions locales. Avant de finalement être démenti, il n'y a pour le moment qu'une prolongation de 24 heures de la trêve. Oui, tout le monde était vraiment déçu. Hier soir, j'étais avec des Palestiniens qui suivaient vraiment en direct, soit à la télévision, soit sur Internet, les informations qui ont été contradictoires tout au long de la soirée. On a donc abouti à une trêve de 24 heures qui a été annoncée, officialisée par les deux côtés. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On ne sait pas si c'est faute de mieux ou si c'est parce qu'un accord pourrait être annoncé dans la journée. Plusieurs points du texte de l'accord avaient été dévoilés hier. On a cru comprendre que plusieurs points avaient été acceptés par Israël, notamment la construction de l'ouverture des frontières sera donc acceptée par Israël. C'est ce que disaient les sources palestiniennes hier soir. Plusieurs points sont mis de côté, notamment la construction d'un aéroport, d'un port, ainsi que la libération des prisonniers. Mais des problèmes concrets, des problèmes qui vont toucher la vie des gens, devraient faire partie de cet accord, notamment le retour de l'électricité. Vous savez que Gaza souffre de pénurie d'électricité. Et aujourd'hui, on est à peu près à 6 heures d'électricité par jour. Dans l'accord, il semblerait que le retour permanent de l'électricité ait été négocié et été accepté par les deux parties. Et parmi les revendications côté palestinien, la levée du blocus imposé par Israël revient en premier. Oui, c'est évidemment ça dans les conversations déjà qui revient. Les gens disent cette guerre nous a coûté près de 2000 morts, il y a énormément de blessés, les dégâts sont immenses, mais les gens ici, les Gazaouis, expliquent qu'ils ne veulent pas que ce soit une guerre pour rien. Ils exigent même la levée du blocus imposé par Israël depuis 2007 et la prise du pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Les gens espèrent que ce blocus, qui empêche la sortie et la rentrée surtout de tous les produits, cette libre circulation qui est complètement empêchée, il faut négocier, il faut attendre pour faire entrer ne serait-ce qu'un sac de ciment. Ce blocus pourrait être en tout cas partiellement ou en tout cas au fur et à mesure levé. Cela permettrait évidemment de faciliter la reconstruction à Gaza, mais cela permettrait aussi de faciliter la vie des gens qui pourraient aussi, ils l'espèrent, passer en Égypte ou aller quitter la bande de Gaza qui est une prison à ciel ouvert. C'est l'expression communément utilisée ici. Nicolas, le prochain dossier qui attend Gaza, c'est la reconstruction. Comment les choses vont-elles s'organiser ? Eh bien, tout dépend précisément de ce blocus. Soit le blocus reste en l'état et une ONG israélienne a fait un petit calcul à la vitesse où vont les choses. Dans 100 ans, la bande de Gaza sera reconstruite comme elle l'est aujourd'hui, comme elle l'était avant précisément l'opération militaire israélienne. Si ce n'est pas le cas, j'ai rencontré hier le responsable de l'Union des contracteurs palestiniens qui estime qu'en 2 voire 3 ans, la bande de Gaza pourrait être reconstruite. Plusieurs parties sont en train de travailler sur ces questions. Ils sont en train de faire un état des lieux, notamment les agences de l'ONU, mais aussi le gouvernement palestinien qui est en charge et qui espère récolter de l'argent pour ensuite organiser la reconstruction de la bande de Gaza. C'est en tout cas le prochain gros dossier qui attend les autorités et surtout qui va, les gens l'espèrent, qui va affecter la vie des Palestiniens ici à Gaza. Merci Nicolas, on vous retrouvera très prochainement pour faire le point sur la situation à Gaza. Tout de suite, on passe à la revue de presse. La plupart des journaux marocains reviennent sur la réforme des retraites. Il est également question de la confiance des ménages. Elle est en baisse. Les précisions de Taoufik Anasseri.